Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Eh bien, merci de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. Je pense que je vais donc poursuivre sur la voie des messages optimistes dans cette matinée et je vais vous parler d'énergie nucléaire. Dans l'essentiel, et pour poursuivre sur le même genre d'idées, nous allons voir comment avancer vers cette économie pauvre en carbone ou sobre en carbone. Et je vais vous parler d'aspects très concrets de la problématique. Et comme nous l'avons entendu dire hier, nous avons cette problématique des queues épaisses et nous ne savons pas quelle sera l'étendue des dommages. Donc, nous abordons ce problème en disant, mettons-nous d'accord sur une cible. Et le problème est de savoir comment nous atteignons cette cible, cet objectif. Et notre modélisation suggère qu'il est possible d'atteindre ces objectifs de réduction d'émissions de carbone à des coûts raisonnables. Et dans une certaine mesure, et dans l'histoire, si vous étudiez par exemple le marché des permis du soufre qui est opérationnel aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, le programme d'échange de permis européen qui est plus récent mais qui est assez similaire, on montre que les prix de ces permis sont relativement peu chers et comme vous le savez, aux États-Unis, les prix des permis d'émission de soufre sont d'un quart à un tiers le prix de ce qu'il devait être exempté avant que le programme ne soit institué. Donc voilà le message optimiste. Si vous avez des objectifs qui sont mis en œuvre, alors il est possible d'atteindre ces objectifs à des coûts relativement modestes. Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement des substitutions entre sources d'énergie. Donc le nucléaire sera présenté comme une composante clé qui nous permettra d'atteindre ces objectifs de faible émission de carbone dans un laps de temps court, c'est-à-dire dans les 30 à 40 prochaines années. Vous le savez, nous devons réduire les émissions relativement rapidement, car la Chine, par exemple, est en train de construire des centrales à charbon à un rythme effréné. En Inde, de plus en plus de personnes se connectent au réseau électrique, donc nous allons voir de plus en plus d'émissions à l'avenir et si nous attendons trop, nous allons nous retrouver dans le cadre d'un processus climatique irréversible. D'un autre côté, nous savons que le coût pour changer ces objectifs, de ne pas changer ces objectifs sera bien supérieur. Donc, je vais vous faire une présentation dans la ligne de ce que faisait le professeur Nordhaus dans les années 70 quand il a étudié les chocs de l'OPEP sur l'économie américaine et les impacts sur quelques secteurs comme l'électricité, comme les échanges commerciaux, etc. Donc voici mon idée. Et maintenant, comment est-ce que tout ça peut être mis en lien avec le grand nombre de modèles de changement climatique dont nous disposons dans la littérature? Eh bien, dans une certaine mesure, les modèles proposés par le professeur Nordhaus se retrouvent très détaillés dans les autres aspects du changement climatique et dans la modélisation des autres secteurs économiques. Mais nous, modélisation, l'économie énergétique de manière très détaillée. Nous regardons chacune des ressources, nous regardons quelles sont les quantités de ressources disponibles, nous regardons quelles sont les quantités de stock estimées et nous proposons un modèle de substitution endogène d'une ressource à l'autre. Et je vais vous montrer dans quelques minutes un modèle dynamique qui nous permet d'étudier les différentes voies d'émission de carbone dans le temps et le profil d'utilisation d'énergie. Et
l'idée est que si vous arrêtez d'extraire du pétrole en Arabie Saoudite à 4-5 dollars le baril pour passer à l'extraction dans les sables bitumineux d'Alaska et que le prix de l'extraction remonte à 50 dollars par baril, alors non seulement il y a moins de pétrole, mais en plus le coût d'extraction augmente dans le temps. Nous envisageons également les apprentissages exogènes dans toutes les technologies, y compris les nouvelles technologies, et l'idée étant bien entendu qu'il y a de l'inertie en économie lorsque l'on essaye d'apprendre à partir des technologies existantes, mais avec les nouvelles ressources et de nouvelles technologies, les coûts peuvent baisser de manière significative. Nous redéfinissons le cycle du carburant et ce que nous disons également, c'est laissons les scientifiques nous dire quel est le chiffre en termes de parties par million que nous voulons atteindre. Est-ce 400, 450? Et ensuite, agissons. Et travaillons sur ce que nous voyions hier, à savoir les queues épaisses. Et puis, nous étudions les effets des politiques favorables à l'énergie nucléaire et du gel que pourrait avoir et de l'effet que pourrait avoir un gel sur la croissance nucléaire. Le nucléaire augmente rapidement chaque année, notamment dans les pays en voie de développement, la Corée, la Chine, l'Inde, etc. Et si l'on veut obtenir cette économie pauvre en carbone dans les 30 années à venir, vous savez qu'il faut une dizaine d'années pour construire une centrale nucléaire. À ce moment-là, il faut parler de comment on va générer l'électricité. Bien sûr, il y a le solaire, il y a l'éolien, il y a les énergies renouvelables qui vont se développer sur cette période de temps. Les coûts sont élevés. Le solaire est 10 fois plus cher que le nucléaire ou le charbon. Il y a des coûts d'externalité raisonnables et qui ne permettront pas de combler le gap entre les carburants fossiles et les sources d'énergie renouvelables. Donc, nous parlons d'augmentation dans ces secteurs. L'éolien représente 40 milliards de dollars et il croît régulièrement chaque année, mais c'est un voyage à long cours, si je peux me permettre l'expression. Dans ce modèle, nous avons inclus toutes ces technologies, plus nous introduisons les politiques favorables au nucléaire ou les politiques dans lesquelles on ne changerait rien à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, je vous propose ce modèle qui est assez standard, extraction des ressources, et je ne vais même pas vous parler de l'équation. Vous avez des réserves agrégées et vous avez la pollution qui provient de la combustion des carburants fossiles, et nous avons un Z-bar qui est la valeur limite sur le carbone dans l'atmosphère. Et nous avons les dommages marginaux qui sont à zéro jusqu'à ce que vous atteigniez les 450 ppm et qui sont infinis en deçà de 400-450 ppm. Donc vous avez une dilution dans ce modèle, dans un certain sens. Vous avez le carbone capté par les océans, etc. Et cela vous donne un état dans lequel vous émettez du carbone qui est exactement compensé par le captage par les océans, l'atmosphère. Et en bout de course, vous avez une technologie de soutien. Donc, je ne vais pas passer en détail sur ces équations, mais quelle est l'intuition de base qui ressort de ces modèles? Eh bien, il en ressort que si vous avez ce seuil de 450 ppm, à ce seuil, quel est le prix de l'énergie? Et est-ce que ce prix est plus cher ou moins cher que le prix d'une technologie de soutien, ou que le solaire, ou que l'éolien? Voici les coûts du solaire qui est moins cher que le prix à ce seuil de 450 ppm. Donc, que fait l'économie? Elle utilise les carburants fossiles. Le stock de pollution augmente parce qu'il n'y a pas de dommage jusqu'à ce qu'on atteigne Z bar. Et enfin, lorsqu'on arrive à ce seuil, on est en mesure d'utiliser les énergies renouvelables que l'on va donc utiliser pour atteindre l'objectif. Et à ce moment-là, les émissions diminuent.
Vous pouvez également avoir des situations où les coûts du solaire sont beaucoup plus onéreux. Du coup, cette courbe plate en haut vous montre que vous êtes à 450 ppm pendant une certaine période, mais vous ne pouvez limiter que dans une certaine mesure les quantités d'émissions qui sont capturées par l'atmosphère, et ensuite vous transitez vers un modèle exempt de pollution parce que ce modèle dans ce modèle, le coût de l'énergie augmente tant que ce n'est plus rentable que d'aller au-delà du seuil imposé. Ce modèle est celui sur lequel j'ai travaillé avec mes co-auteurs. Nous avons regardé ce qui pourrait se passer avec une augmentation ou un déclin de la population à l'avenir. Nous avons également regardé les impératifs de développement des biocarburants, et ça c'est très intéressant parce que aux États-Unis et en Europe, les mandats biocarburants sont différents jusqu'en 2020. Aux États-Unis, c'est un mandat sur les biocarburants de deuxième génération qui devrait utiliser moins de terre que les biocarburants de première génération, comme dans l'Union européenne. Nous étudions les différentes sources naturelles et nous regardons les technologies de soutien propres. Vous voyez par exemple que pour l'énergie solaire, les prix des panneaux solaires a baissé. Dans le modèle de l'énergie nucléaire, ce que vous avez dans le cadre de Nordhaus, la source d'énergie primaire sont le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, l'hydroélectricité, la biomasse, l'éolien et le solaire. Les énergies secondaires. Donc, l'énergie primaire est convertie en une énergie secondaire qui est donc l'électricité, l'essence, le gaz domestique. Et ensuite, vous avez le transport, les utilisations d'énergie dans les bureaux, dans les habitations, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques principales de ce modèle? Eh bien, vous avez une augmentation du PIB par habitant et une augmentation de la population qui devrait atteindre 9 milliards d'habitants dans un avenir proche. Donc, vous avez une augmentation des carburants fossiles, vous avez des augmentations dans tous les secteurs, et vous avez un cycle du nucléaire qui permet le recyclage des déchets nucléaires. Et vous avez des écarts d'ajustement. Donc, il n'est pas réaliste de s'attendre que ce modèle permette une grosse augmentation du nucléaire du jour au lendemain. Donc, il faut augmenter les capacités nucléaires année après année et mener des analyses de sensibilité en introduisant ce facteur de 10% dans le modèle. Donc, le taux de croissance initial, le PIB augmente de 2 à 3%. Donc, on a une courbe concave dans le temps. Nous avons des ressources finies. Nous avons les sables bitumineux, par exemple au Canada, etc. Et nous avons des relations de concentration d'émissions qui ressortent des travaux de Nordhaus en 2000. Et nous avons des taux d'apprentissage pour l'électricité et pour l'énergie non électrique, et également pour le solaire. Dans la mesure où il faut mettre des temps finis dans ces modèles, on a pris celui de la technologie d'appoint, qui est la production d'électricité à partir de piles à combustible et qui peut être utilisée dans les véhicules de transport, dans les voitures qui vont fonctionner avec ces technologies d'appoint. Les technologies d'appoint pourront jouer un rôle sur cette période de 20 années que nous étudions. Pour ce qui est de la construction de centrales thermiques, celles qui seront construites aujourd'hui seront plus efficaces que celles qui ont été construites il y a 20 ans. Il y aura des coûts de conversion. Il y aura le prix du pétrole qui va augmenter de 20 à 200 dollars par baril. Lorsque nous arriverons au bout de la courbe de coût, le coût du gaz va augmenter également, et quant à l'uranium, il coûtera aux alentours de 20 dollars le kilo. Pour ce qui est de l'uranium, nombre de personnes pensent que cela pourrait devenir une ressource rare. Dans notre modèle, le coût de l'uranium augmente, mais il y a un accord entre la Russie et les États-Unis qui a été très favorable au prix de l'uranium.
Près de 5000 bombes sont en train d'être démantelées et il y en a encore 46 000 à venir. Donc cela nous laisse penser que de grandes quantités d'uranium seront disponibles. Il s'agit là d'uranium enrichi qui pourra être dilué en vue d'être utilisé dans des centrales nucléaires. Donc s'il n'y a pas de croissance dans la capacité nucléaire, nous avons un premier scénario. Deuxième scénario, il y aura une croissance de la puissance nucléaire. Troisième scénario, celui qui intègre les réglementations environnementales. Pour revenir au scénario numéro 2, vous savez que les États-Unis ont voté un plan pour construire de nouvelles centrales nucléaires et également au Canada où une centrale est en construction dans l'État d'Alberta. Vous savez également qu'il y a différentes technologies disponibles, les technologies conventionnelles et plus récentes. Vous avez une technologie qui prend l'énergie du réacteur et ce sont les réacteurs à neutrons rapides et qui amènent l'énergie à un état stable. Et ces vagues sont plus toxiques, elles utilisent plus de plutonium que dans les autres réacteurs. Donc, il me reste combien de temps? Merci. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du cycle nucléaire, mais je voulais vous parler des différents modèles que nous avons envisagés. Donc, le modèle A, B, D et F sont tous avec des niveaux de seuil. A, E et C sont des scénarios différents. Donc, le scénario A, pas de développement du nucléaire, pas de seuil environnemental. Le modèle B, c'est un seuil environnemental à 550. C, croissance du secteur nucléaire sans seuil, sans valeur de seuil. D, c'est le modèle C avec un seuil à 550. E, c'est la mise en œuvre des technologies nucléaires modernes, donc des réacteurs à neutrons rapides. Et voici comment fonctionne le modèle. J'espère que vous pouvez voir. Voici les chiffres. En fait, les principaux messages que l'on peut tirer de ce modèle, c'est que pour atteindre cet objectif de 550, ce seuil de 550, vous voyez les résultats en 2050 et 2100, car ce sont là les échéances que nous avons fixées dans notre étude, et vous constatez quelles sont les ressources qui seront utilisées dans le mix énergétique en 2050 et 2100. Et le pétrole et le gaz présentent beaucoup d'avantages concurrentiels dans leurs secteurs respectifs. Et le pétrole, par exemple, si vous regardez la troisième rangée à partir du haut, en 2050, il représentera 30 à 31% dans la plupart des modèles. Donc, il est difficile de se débarrasser totalement du pétrole dans un avenir proche. La même chose pour le gaz. Le gaz est plus propre que le pétrole, mais il présente beaucoup d'avantages concurrentiels et devrait continuer à représenter 20% du mix énergétique en 2050. Pour ce qui est du charbon, alors le pétrole est évidemment très utile pour tout ce qui est les transports, mais c'est au niveau du charbon que s'opèrent les plus gros changements. Par exemple, quand vous mettez un objectif environnemental à 550, si vous regardez le charbon, il représenterait en 2050 dans le modèle A 49% du mix énergétique et 46% avec un seuil. Donc, pas une très grosse différence. Si vous regardez la colonne suivante, on passe de 34 à 32%. En revanche, là où les changements massifs s'opèrent, c'est pour l'année 2100. On passe de 48% à 31%. Donc, le charbon, c'est un petit peu le gorille dans ce modèle parce que, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est comment remplacer le charbon. Si vous regardez maintenant le nucléaire et la situation en 2050, le nucléaire est... Donc, à l'heure actuelle, cela représente 2% de l'énergie mondiale.
qui est... Bon, par exemple, en France, pour la production d'électricité, le nucléaire est présent à 80%, mais ce n'est qu'un seul pays. Le nucléaire représenterait 40% ici dans les modèles C et les modèles D lorsque l'on autorise la croissance du nucléaire. En revanche, en 2100, on voit le nucléaire décliner parce que d'autres ressources telles que la biomasse et l'éolien auront supplanté en partie le nucléaire. Pour ce qui est des renouvelables, elles augmentent également et pour représenter 58% des énergies en 2100 ou 46% dans le modèle D, même si on a une croissance du nucléaire. Mais en revanche, en 2050, les renouvelables seront encore faiblement présentes. Elles seront très présentes en 2100, mais si l'on a des changements importants dans l'énergie nucléaire, de nouveau, les énergies renouvelables baissent dans notre dernier scénario. Comment atteindre l'objectif d'émissions de carbone dont parlait le professeur Stern? Eh bien, ce qui est très intéressant dans les chiffres que je vous propose, c'est de voir le prix en dollars par unité de carbone. Donc là, c'est en dollars par tonne de dioxyde de carbone. Et vous voyez que les chiffres sont relativement bas. En 2050, on est à 30 $ par tonne de CO2. Et puis 18 et 17 avec les différentes options, donc des chiffres bas, relativement bas par rapport à de nombreuses estimations. En 2100, elles sont évidemment un petit peu plus élevées. Et le scénario est assez similaire. Mon co-auteur Bertrand Meunier, qui est assis dans cette salle, a fait ces schémas. Ce n'est pas moi parce que moi je suis daltonien, donc je ne voyais pas les couleurs. Mais ici c'est le scénario du pire où on a le charbon qui est la source principale d'énergie. Mais si on impose un seuil environnemental, à ce moment-là le charbon décline rapidement et vous avez l'émergence des énergies renouvelables. Ici vous avez le réacteur à eau légère. Et vous voyez qu'on a un pic à ce niveau, puis qu'il y a de nouveau déclin à cause du cap environnemental. Et enfin, vous avez les réacteurs à neutrons rapides qui interviennent ici. Donc maintenant, la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité, l'idée étant que l'électricité, la génération d'électricité va subir de gros changements. Et vous voyez ici le mix d'énergie électrique non électrique. Et lorsqu'on impose ces seuils maximum d'émissions, c'est ce qu'on appelle les seuils environnementaux, vous voyez ici que ce bloc-là augmente en couleur claire et cela correspond à la fourniture d'électricité pour le fonctionnement de l'économie. D'un autre côté, ici, on voit sur l'échelle du temps la déplétion des stocks d'uranium par rapport à l'augmentation des stocks de déchets. Ces déchets doivent être traités, mais vous connaissez parfaitement le fait que le problème se pose en termes de stockage à long terme. Il va nous falloir trouver des sites de stockage à long terme des déchets. Bon, je passe maintenant parce que je n'ai plus de temps et vous avez de toute façon la copie de mon exposé. Mais ici, si on impose un seuil à 650 maintenant au lieu de 550, le coût pour passer de 550 à 650 augmente un petit peu, mais on a là une courbe convexe parce que c'est pour passer de 450 à 550 qu'on a la plus grosse différence. Voici une analyse de sensibilité et encore une fois, je vais passer directement aux points les plus importants. Dans l'essentiel, ce qui est en train de se passer, c'est que le nucléaire fait baisser le coût pour atteindre ses cibles, le fait baisser de 50%. Donc c'est ce que je voulais vous faire passer comme message principal. C'est le message qui se dégage de ce modèle. Maintenant, en bout de course, on sait également que la biomasse et les autres carburants propres vont prendre le dessus avec le stockage de carbone et les autres ressources, et les prix vont baisser.
Les taux d'actualisation plus faibles, on a essayé avec 2%. Dans le modèle de base, nous étions à 5%, puis nous avons essayé avec un taux d'actualisation à 2%. Mais on sait qu'avec l'éolien, si l'éolien intervient plus tôt avec des taux d'actualisation plus bas, on sait que les prix vont baisser avec le temps. Et si on augmente la capacité de production nucléaire et qu'on diminue les contraintes, on retarde le pic parce que le pic du nucléaire va bien intervenir à un point, mais on sait qu'il y a des technologies qui vont concurrencer le nucléaire et on voit notamment que l'éolien va intervenir plus tôt dans ce scénario. Donc voilà dans l'essentiel ce que je voulais partager avec vous. Merci pour votre attention. Thank you first for keeping within your time and then. Merci. Nous allons écouter les commentaires de Bernard Giraud. Merci beaucoup. Alors, cet article aborde un sujet très important, de toute évidence. Quel mix énergétique De quel mix énergétique avons-nous besoin en ce siècle pour atteindre les objectifs de changement climatique qui ont été ici définis en termes de concentration maximale de CO2. Nous savons que dans ce type de modèle, les résultats dépendent grandement d'une longue liste d'hypothèses que l'on peut diviser en deux sous-ensembles. Les hypothèses sur le capital naturel, c'est-à-dire les réserves de combustibles fossiles et quelle est la capacité d'absorption de la nature. Plus précisément, dans ce cas, quel est le volume de puits de carbone qui sont à notre disposition, de puits de CO2. Si on utilise aussi la technologie de stockage et de séquestration de CO2, quelle technologie linéaire et non linéaire. Deuxième sous-ensemble d'hypothèses, il s'agit de l'évolution technique, non seulement son rythme, mais également sa dynamique, les phénomènes de dépendance, les coûts de transition d'une solution technique à une autre. Et je dirais que avec ce type de modèle, vous devez me dire ce que vous voulez que je prouve et je vais vous donner un ensemble d'hypothèses qui vont venir à la conclusion que vous voulez avoir. Il me semble qu'il y a un point qu'il faut soulever à partir de votre article qui concerne ces hypothèses. Tout d'abord, la théorie prétendue du pic de Hubbard. Dans votre courbe sur le gaz, même sans scénario de contrainte, vous voyez que la production de gaz suit une courbe de Hubbard avec une production qui diminue de façon progressive et constante, le gaz ayant été utilisé pendant une longue période de temps. Mais j'aimerais savoir comment vous aboutissez à ces résultats, parce qu'il ne me semble pas que vous vous reposiez sur la théorie de Hubbard. Donc la question est double en fait. Comment avoir une telle coexistence de systèmes énergétiques qui fonctionnent en parallèle pendant une période aussi longue? Et, que pensez-vous de la théorie de Hubbard et pourquoi ne l'utilisez-vous pas? Deuxième question sur les réserves de combustibles fossiles et d'uranium. On a des doutes sur l'uranium. La place que le nucléaire peut prendre va dépendre grandement des réserves d'uranium disponibles. Et franchement, étant donné que j'utilise cette question depuis des années, je suis convaincue que l'on ne sait absolument rien sur les réserves disponibles, sauf peut-être pour le pétrole. On ne connaît pas les réserves de gaz
du gaz qui apparaît brutalement, que l'on découvre soudainement. Et en ce qui concerne l'uranium, on en a parlé avec le géologue en chef de certaines entreprises récemment, et ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas, on ne sait pas quelle était l'ampleur de ces réserves. Alors, comment modéliser quelque chose lorsque, au départ, on ne connaît pas l'ampleur exacte des réserves de ces combustibles et du minerai? Ensuite, il y a la question des déchets nucléaires. Dans votre modélisation du système nucléaire, il y a 2 paramètres. Tout d'abord, les réserves d'uranium, et ensuite, il y a les déchets produits. Avec l'arrivée des RNR, les réacteurs à neutrons rapides, on économise l'uranium parce qu'on utilise les déchets des centrales nucléaires traditionnelles. Et vous dites, le déchet pourrait devenir un problème. Sur votre courbe, on a une augmentation des volumes de déchets nucléaires, mais vous n'avez pas modélisé les déchets nucléaires comme vous avez modélisé les émissions de CO2. Donc, si les déchets nucléaires deviennent un problème important, le problème principal va se poser dans les termes suivants. S'agit-il uniquement de coûts de production d'électricité, c'est-à-dire sont-ils associés au coût de production d'électricité ou sont-ils non linéaires? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme pour le CO2, il faut plafonner le volume total de déchets nucléaires. Quel est votre point de vue à ce sujet? Est-ce qu'il faut les considérer comme le CO2 et à ce moment-là, il va falloir trouver des arbitrages entre le nucléaire et le changement climatique, ou constitue-t-il simplement un coût qui va évoluer en fonction de l'évolution technologique? En ce qui concerne ensuite la séquestration et le stockage de CO2, on peut considérer que la séquestration peut être un coût de production, mais le stockage, la capacité des réservoirs viables terrestres pour stocker le CO2 reste là aussi peut-être, en tout cas c'est fort probable, des sources de retour décroissants parce que les réservoirs disponibles sont peu nombreux. Est-ce que vous avez pris cela en compte? Et si c'est tel est le cas, comment avez-vous procédé? Ensuite, pour l'éolien, on voit que dans certains scénarios, il y a une augmentation de l'éolien. Je crois qu'on ne peut pas parler de l'éolien sans parler du stockage de l'énergie, parce que ce sont des sources intermittentes et le coût de la nécessité de stockage, s'il y a beaucoup de solaire et d'éolien dans votre mix énergétique, sont très importants. Est-ce que vous avez traité ces questions ou pas? Enfin, le principal message de votre article, c'est que toute contrainte sur le développement du nucléaire impliquera des coûts énormes. Mais est-ce que c'est vraiment un problème aujourd'hui? Y a-t-il des contraintes aujourd'hui au développement du nucléaire? En Allemagne, peut-être. Ce n'est pas le cas ailleurs en Europe et pas aux États-Unis. Et ce n'est pas, il n'y a pas de contraintes dans les pays émergents non plus. Ceci dit, je pense qu'il y a une concurrence très féroce sur le marché de la vente des réacteurs nucléaires dans le monde.
La Chine va bientôt vendre des réacteurs nucléaires, l'Inde également, donc il y aura une offre très importante. Alors, le problème est-il de contraindre le développement du marché du nucléaire ou plutôt d'imposer une réglementation, notamment en raison des déchets dont vous avez parlé? On n'a pas mentionné non plus les accidents nucléaires. Et un nouveau Tchernobyl pourrait éventuellement se produire. Et puis ensuite, il y a la question de la prolifération. Donc, ces deux externalités, accidents, on a quasiment oublié les accidents nucléaires. Et puis, la prolifération, est-ce que ça a été modélisé dans votre hypothèse économique? Et il semble que cet article ne reflète qu'un travail encore en cours, vous nous l'avez dit, mais je suis étonnée quant aux références bibliographiques que vous avez, puisqu'elles s'arrêtent à 2007, mais je pense qu'il faudrait comparer cela avec d'autres modèles. Je sais qu'il y a en France 3 autres modèles qui ont été développés pour calculer quel serait le mix énergétique optimal. Il y a Arkell Times, McLean et d'autres. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur la spécificité de votre modèle et sur les points de comparaison qui existent entre votre modèle et les autres.